Lorsqu'en 2011 j'ai eu la chance de séjourner au Caire, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir sur la place Tahrir des couples homosexuels qui se promenaient main dans la main. Eh ben non, ça n'a pas été une surprise, tout simplement parce que quand je pars en vacances dans un pays étranger, je prépare un minimum mon voyage, en lisant sur le sujet, et le guide touristique que j'avais acheté avant de partir expliquait clairement que ça n'avait rien à voir avec l'homosexualité, surtout que ça aurait été assez cocasse vu le statut des homosexuels en Égypte, et que en fait c'était juste culturel, voilà, c'était dans les mœurs égyptiennes que les jeunes hommes déambulent dans la rue, bras dessus, bras dessous, main autour de la taille ou main dans la main, voilà, rien à voir avec un signe ostentatoire d'homosexualité. Mais si je n'avais pas préparé mon voyage, j'aurais sans doute interprété la situation différemment, et je me serais retrouvé dans la situation de ce Wayampi qui, en arrivant à Paris, montre une barre HLM et dit à son interlocuteur « Waouh, dans cette grande maison, il doit y avoir une grande famille. » Nani ? Alors pour que l'histoire que je viens de vous raconter soit un petit peu plus claire, je vais expliquer qui sont les Wayampi et comment cette histoire m'a été racontée. Les Wayampi, c'est une ethnie amazonienne qui vit à cheval sur le territoire brésilien et sur le territoire français de Guyane, une ethnie qui appartient au groupe linguistique Tupi-Guarani, qui, alors je ne veux pas dire de bêtises sur le nombre d'individus encore en vie chez les Wayampi, il y en a plusieurs centaines, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un millier, de toute manière, n'étant pas un expert de l'ethnologie des Wayampi, je mettrai tout un tas de liens dans la description, vous allez voir, il y aura des formats variés allant de l'article journalistique sur un sujet précis au PDF de 400 pages, puisque j'ai trouvé un essai d'ethno-histoire sur les Wayampi, donc tout ça sera en lien dans la description pour ceux qui veulent approfondir. Les Wayampi sont donc une ethnie amazonienne qu'un de mes enseignants, lorsque j'étais en anthropologie à Paris 10, a beaucoup étudié. Cet enseignant, c'est Jean-Michel Baudet, qui est ethnomusicologue et qui a écrit plusieurs livres sur les musiques des Wayampi notamment. Et Jean-Michel Baudet nous a raconté qu'un jour, justement, il avait fait venir un groupe de Wayampi à Paris, parce que vous savez comment ça se passe, quand vous vous spécialisez sur un terrain ethnologique, vous passez pas mal de temps là-bas. Il considérait que c'était normal, après tout le temps que lui avait passé à étudier les Wayampi, que des Wayampi puissent venir à Paris pour constater le mode de vie de Jean-Michel Baudet, constater le mode de vie des Parisiens et de ces ethnologues qui allaient comme ça leur rendre visite et les considéraient comme des sujets d'étude. Et lorsque Jean-Michel Baudet et ses amis Wayampi revenaient de l'aéroport, vous savez comment ça se passe dans les aéroports parisiens, vous êtes peut-être passé, même si vous n'habitez pas l'Île-de-France, vous êtes peut-être passé pour faire des escales, on aperçoit tôt ou tard des grandes cités HLM, des barres d'immeubles, et en faisant le trajet vers la capitale, un des Wayampi a montré une barre d'immeuble à Jean-Michel Baudet et lui a dit « Bah dis donc, alors les gens qui vivent dans cette maison, c'est vraiment une grande famille !» J'adore cette histoire qui est d'une part très drôle, mais qui est surtout un excellent exemple de ce qu'on appelle en anthropologie un allant de soi culturel, c'est-à-dire finalement une sorte de tâche aveugle cognitive qui fait que, comme on a un certain nombre de conditionnements culturels, on imagine que tous les gens fonctionnent de la même manière que nous. Alors je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas ici de nier l'impact de la génétique, par exemple, dans le développement des individus, ça c'est une forme de négationnisme biologique que j'ai déjà constaté chez certains chercheurs en sciences humaines, je pense notamment à un sociologue que j'ai entendu sur France Culture dans le cadre d'un débat sur les sciences de l'éducation, et ce sociologue se permettait de soutenir que si un enfant était dyslexique, par exemple, c'était uniquement lié à son environnement. Et ça, c'est complètement faux sur le plan scientifique, ça ne veut pas dire que l'environnement ne joue pas, ça ne veut pas dire qu'un enfant qui est battu par ses parents va se mettre à bien travailler à l'école ou je ne sais quoi, évidemment que l'environnement en joue, mais nier des faits biologiques, c'est quand même extrêmement grave. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les sciences humaines, qui ont été longtemps, alors je parle pas de l'anthropologie du 19e siècle, mais après les années 50, on a eu une tripotée d'anthropologues très influencés par le marxisme, et on retrouve cette problématique encore à l'heure actuelle dans beaucoup de sciences sociales, et c'est pas pour rien qu'il y a un paquet de vulgarisateurs YouTube qui sont pas neutres politiquement. Mais là où je veux en venir, c'est que sans nier l'aspect biologique, il y a une réelle influence de la culture et surtout de l'environnement. Parce que culture, ça veut dire plusieurs choses. Est-ce qu'on parle de la culture familiale ? Après tout, chaque famille a une manière de ranger sa cuisine qui n'est pas celle de la famille voisine, mais on parle aussi de l'environnement régional, national, voire continental. Ne serait-ce que pour des raisons climatiques, on ne vit pas de la même manière à Marseille qu'à Lille, ou de la même manière à Strasbourg qu'à Bordeaux.
Et évidemment, là je parle du climat et de la manière dont il peut influencer les comportements, mais aussi l'architecture par exemple, mais les environnements ont différentes échelles. Donc votre famille va vous transmettre un certain nombre de manières de faire, des choses qui se font et qui ne se font pas, des interdits et des obligations. Après, les lieux de socialisation collective, donc l'école par exemple, va vous transmettre d'autres règles de vie, obligations, interdictions et ainsi de suite. Et puis, l'école, c'est quoi? C'est le prolongement de l'État, en tout cas en France. C'est quelque chose qui fonctionne de manière uniformisée à l'échelle nationale, même s'il y a toujours des variations individuelles, parce que les élèves sont des individus et que les enseignants sont aussi des individus, même si l'inspection académique est là pour faire respecter une certaine homogénéité, les programmes sont pensés à l'échelle nationale, et donc, normalement, même quelqu'un qui a quitté l'école à 16 ans, il a un fondement commun, c'est pas fondement le mot que je cherche, il a un terreau commun, une base commune de notions culturelles, de notions déjà de connaissances sur l'histoire, la géographie, les mathématiques, mais aussi sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans l'espace public, par exemple. Alors plus vous allez être confronté à des cultures différentes de la vôtre, et je le répète, il y a plusieurs échelles culturelles, parce que aller à l'école et découvrir, peut-être en allant goûter chez un ami, que sa famille ne fait pas les choses comme la vôtre, c'est déjà confronter vos alentours culturels à l'échelle d'une famille. On va appeler ça l'échelle interfamiliale, par exemple. Avoir un alentour culturel, ça ne veut pas forcément dire qu'une fois que vous êtes confronté à une autre manière de faire, vous allez rester crispé sur vos positions. Mais ça n'implique pas nécessairement que vous allez changer de position. Prenons un exemple très simple, l'alimentation. Vous savez sans doute que le chien est consommé en Afrique et en Asie. Alors en Asie, c'est encore plus médiatisé parce qu'il y a ce festival de cuisine de chiens qui crée des polémiques tous les ans. Toujours est-il que vous avez beau savoir que ça existe, est-ce que vous seriez capable, est-ce que vous auriez même la curiosité de cuisiner du chien et d'en manger là tout de suite? Moi personnellement, je ne sais pas comment je réagirais, et j'ai jamais voyagé en Asie même si c'est prévu. Je pense que j'aurais envie d'essayer tout simplement parce que je trouve ça intéressant de confronter justement ces croyances limitantes, mais je suis pas sûr que je vais bien digérer, parce que psychologiquement, il se peut que je me sente un peu bizarre d'avoir mangé un chien. A l'inverse, ce n'est pas parce qu'Abrahman sait que les Américains sont passionnés par la viande de bœuf qu'il va trouver ça normal de manger du bœuf et qu'il va arrêter de considérer les vaches comme des divinités. Alors je voudrais préciser que le fait qu'on reçoive un conditionnement au sein de notre famille, puis au sein de l'éducation nationale, puis après au sein des organisations professionnelles qui vont aussi essayer de nous dresser, et de faire de nous des êtres humains d'élevage, que ce soit des entreprises ou la fonction publique, ce sont des organisations professionnelles, eh bien, ça ne sous-entend pas que tout le monde va se conformer à 100% de ce qu'on essaye de leur inculquer. On a tous facilement des exemples qui peuvent nous venir à l'esprit de personnes qui sont déviantes de différentes manières, et il n'y a pas de jugement moral quand je dis ça, j'emploie le terme au sens sociologique, qui sont déviants par rapport à une norme. Récemment, je regardais une petite vidéo YouTube sur un Russe qui est condamné à perpétuité parce qu'il a mangé quelqu'un qu'il avait tué. Voilà, il l'a pas tué pour le manger, en tout cas il le dit pas dans l'interview. Il a plutôt essayé de faire disparaître le cadavre et il en a profité pour cuisiner un bout de cuisse, donc un bout de quadriceps sans doute. Et visiblement, le cannibalisme est tout aussi choquant pour les Russes que pour les Français. Donc le mec a pris perpète et voilà. Et il mangera une espèce de bouillie de haricots pour le restant de ses jours, et plus de chair humaine. Ça, c'est un exemple extrême et assez choquant. Peut-être que cette personne est un sociopathe ou un psychopathe, on n'est pas là pour faire un diagnostic, mais à différentes échelles, on a tous des déviances par rapport aux normes qui nous sont inculquées. Mais on a aussi toute cette proportion d'allant de soi, dont on n'a pas forcément conscience, avant d'être confronté à quelqu'un qui fait les choses différemment et qui voit le monde différemment. Et cette notion d'allant de soi culturel, je voulais vous la présenter parce que c'est une excellente manière d'introduire quelque chose de plus vaste, qui dépasse uniquement le conditionnement par un groupe extérieur, qui s'appelle le cadre tout court, et que, pour être plus précis, je vais appeler le cadre mental. Une notion qui après débouche sur le cadrage et le recadrage, qui sont à la fois utiles en psychothérapie, mais aussi utiles en manipulation ou en contre-manipulation, au niveau des relations humaines et de la communication. C'est des choses dont je parlerai dans un autre épisode. J'espère que la présente vidéo vous a plu, j'espère que ça a été clair et que vous voyez bien ce qu'est ou n'est pas un allant de soi culturel, et que vous comprenez que du coup, on a tous des cadres mentaux qui
place nos actions et nos réflexions dans un cadre justement qui sert de décor, finalement on pourrait dire, à nos interactions, à nos réflexions, mais qui du coup sous-entend des interdits et des obligations, bref, sous-entend finalement des pensées limitantes ou des zones aveugles sur le plan cognitif, parce qu'on s'interdit d'envisager telle possibilité, ça nous est peut-être même pas venu à l'esprit qu'on pouvait essayer d'envisager telle ou telle chose, qu'on pouvait violer ou pas tel interdit, ou qu'on pouvait arrêter de s'obliger à faire telle ou telle chose. Si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, et si vous avez envie d'aider la chaîne à se développer, vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous pouvez aussi laisser un pouce en bas pour exprimer votre mécontentement. Vous pouvez laisser un commentaire constructif et courtois, même si vous êtes en désaccord avec ce que j'ai dit dans la dite vidéo. Vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'utilisez pas de réseaux sociaux, j'ai le plus grand respect pour vous, c'est une forme de diète informationnelle. Et si vous avez envie de me donner de l'argent, comme ça, pour m'encourager psychologiquement, eh bien, il y a un Patreon qui est disponible. Voilà, vous ne le faites que si vous pouvez et si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Si vous avez des problèmes d'argent, je le répète, travaillez d'abord sur votre opulence personnelle avant de vouloir aider des gens qui font du contenu gratuitement. Si ce contenu est gratuit, c'est justement parce qu'il est gratuit. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.